Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette quatrième et dernière présentation sous la thématique de l'IA multidisciplinaire qui optimise les soins de santé. Je me présente Vanessa Allary, je suis conseillère transfert technologique et innovation chez Ivado et je serai la modératrice de cette conférence avec ma collègue Barbara Decelle. Quelques mentions en commençant. Comme vous le savez, le temps est précieux aujourd'hui puisque les présentations s'enchaînent. Je ferai donc office de gardienne du temps. La présentation de M. François Michaud sera suivie d'une période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez écrire vos questions tout en bas dans l'onglet et ce en tout temps, donc pas juste à la fin de la présentation. Et finalement, les présentations sont aussi enregistrées. Donc, vous pourrez y avoir accès en différé suite à l'événement et visionner les présentations des autres thématiques si vous le souhaitez. Donc, la prochaine conférence a pour titre Qu'est-ce que la robotique de téléprésence peut contribuer à la santé numérique? Maintenant, laissez-moi vous présenter votre conférencier, Monsieur François Michaud, professeur au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université de Sherbrooke et directeur du programme de génie robotique. Monsieur Michaud, la parole est à vous. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là. Bon, nécessairement avec le titre, c'est clair qu'on va parler de robotique. Mais pour vous situer un peu le contexte dans lequel la présentation va se faire, il faut comprendre d'où mon intérêt pour la santé numérique vient, puis ça vient incidemment par la robotique. Moi, mon objectif en tant que chercheur, c'est de développer des robots intelligents, des robots qui vont servir à nous aider dans notre quotidien. Puis ça demande de sortir les robots des cages qu'on a dans les usines et amener la robotique à interagir de façon naturelle avec les personnes dans la vie courante. Fait que pour pouvoir faire ça, il faut leur donner une intelligence. Et ça a été mon mes intérêts de recherche, dans le fond, ont été orientés directement sur comment l'intelligence artificielle pouvait s'appliquer à la robotique pour les amener à être des machines intelligentes. Puis, on veut, au-delà du défi de faire un robot intelligent, on souhaite que ça puisse servir dans la vie courante à résoudre des problèmes, à améliorer notre qualité de vie. Puis pour ça, ben, une bonne partie de ma recherche a été orientée de travailler en collaboration avec des cliniciens dans le secteur de la santé. Puis ça se fait à travers des initiatives comme AgeWell, qui est un réseau de centres d'excellence au Canada sur les technologies pour bien vieillir, et Inter, le logo que vous voyez en bas à droite, qui est un regroupement stratégique financé par les fonds Recherche Québec, Nature et Techno, qui amène des spécialistes en robotique, en technologie, en informatique, à travailler avec des chercheurs cliniciens ou des chercheurs plus orientés sur les sciences humaines et sociales, qui veulent amener des solutions technologiques qui sont cachées là, dans nos laboratoires technologiques à résoudre des problèmes qui ne sont pas résolvables ou résolus avec des technologies qui sont commercialement disponibles. Donc, faire ce pont-là, c'est une des missions qu'on s'est données avec l'Institut 3IT, l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique à l'Université de Sherbrooke. Puis c'est un peu la trame de fond là, que vous devez garder en tête derrière les explications que je vais donner dans les prochaines diapos. Donc, c'est quoi la robotique de téléprésence? Ici, je vous en montre différents exemples. On parle de téléprésence quand on a le contrôle d'une plateforme robotique à distance. Ici, c'est des exemples de plateformes à roues. C'est l'équivalent de faire une visioconférence, mais mobile. Donc, on voit le visage de l'interlocuteur à travers un écran qui est placé sur un pied qui est motorisé, dans le fond, qui est capable de recevoir des commandes de déplacement pour avancer, reculer, tourner. Euh, et pour l'opérateur à distance, qu'on voit justement à l'écran de ces plateformes-là, on entend, on voit ce que le robot voit avec des caméras, on entend ce que le robot peut entendre. Et puis la même chose, la personne qui parle à distance, on va l'entendre à travers le robot, on va voir le visuel aussi. Donc, c'est intéressant pour pouvoir interagir, se déplacer dans un mouvement, dans un lieu, dans un environnement distant, sans avoir à faire le trajet physique. Euh, des applications intéressantes pour, par exemple, un clinicien, un médecin,
un aidant naturel, de venir voir qu'est-ce qui se passe dans l'environnement d'un proche, venir interagir de façon un peu plus naturelle, tout en étant à distance. L'idée, c'est que bon, pendant que l'opérateur fait ça, il est chargé de contrôler le robot, donc le naviguer de façon distante avec une télécommande ou les commandes d'un clavier. Puis il doit en plus se concentrer sur l'interaction que cette personne-là distante a avec la personne à côté du robot. Donc, l'objectif, c'est d'amener un peu l'intelligence qui est dans la tête de l'opérateur, ramener cette intelligence-là dans les plateformes pour que l'opérateur puisse se concentrer davantage sur qu'est-ce qui se passe avec l'interlocuteur. Puis, juste avant que je passe à la prochaine diapo, on voit que c'est des plateformes qui sont capables de se déplacer. Il y en a seulement qu'une là, présentement, là, qui montre la possibilité d'avoir une sorte d'actionneur ou un manipulateur. Donc, ça commence. On parle là, dans l'intervalle de prix de 4 000 à 20 000 comme c'est là sur ces plateformes. Donc, nous, en tant que lab de recherche à l'Université de Sherbrooke, IntroLab, on travaille à donner des capacités autonomes à ces plateformes-là. Donc, ici, c'est un exemple d'une des plateformes commerciales qu'on a augmenté de capteurs pour lui donner cette autonomie-là. Donc, une caméra de profondeur, l'équivalent d'une caméra Kinect que vous connaissez peut-être pour la Xbox One, là, qui est une console de jeu. Une matrice de microphone pour donner l'équivalent d'une oreille, une oreille qui est capable de localiser les sons et les séparer, et un ordinateur avec batterie là, pour les capacités de traitement. Ici, c'est un exemple qu'on montre avec un opérateur on verrait son visage, donc comme je disais tantôt, l'équivalent d'une visioconférence. L'opérateur a en plus une interface qui lui permet d'activer des modes, dans le fond, d'interaction automatique. Par exemple, on peut imaginer un robot qui interagit avec une personne, mais si on est capable de détecter et suivre les visages, mais l'opérateur n'a pas à se concentrer pour essayer de positionner le robot tout le temps en face de la personne si elle bouge. Donc, ça, c'est déjà une fonctionnalité intéressante. Même chose quand il y a plusieurs interlocuteurs qui parlent, ben, on aurait à se déplacer à droite et à gauche pour voir la personne qui parle. Et avec la matrice de microphone qu'on a sur le robot, on est en mesure de localiser les sons puis de diriger le robot dans la direction où il y a des sons. Troisième fonctionnalité, la lecture de signes vitaux. Intéressant comme besoin pour l'assistance aux soins, parce que là, on s'assure que la personne qui prend ces signes vitaux le fait de façon correcte. On peut valider la mesure, dans ce cas-ci, c'est avec un saturomètre. On peut prendre des mesures de poids. Bref, on peut connecter des dispositifs sans fil, lire les signes vitaux, puis s'assurer que les données sont bonnes avant de les placer dans le dossier électronique du patient. Pour la navigation, le robot, avec sa caméra de profondeur, la caméra Kinect, est capable, en se déplaçant, de prendre des images de l'environnement puis de se créer une cartographie de cet environnement-là qui va servir ensuite pour pouvoir localiser le robot et recevoir des commandes du genre, tu peux aller à tel endroit, ta station de recharge est à tel endroit dans la pièce, puis il va pouvoir aller à cet endroit-là de façon autonome, ce qui est très pratique parce que un clinicien ou un aidant ne va pas vouloir nécessairement, une fois que l'interaction va être terminée, ramener le robot à sa station de recharge. Puis s'il y a une faute réseau, c'est la même chose, il faut être capable de ramener le robot au bon endroit. Donc, ça, c'est un exemple de travail sur l'intelligence de la plateforme qu'on développe à Sherbrooke. On a un peu les mêmes fonctionnalités qui se transposent sur des robots. Là, je suis désolé, j'aurais voulu être capable de faire avancer la vidéo, puis je pense que je suis pas capable. Je m'excuse. On va juste le repartir. Je vais y aller comme ça. On peut transposer les mêmes fonctionnalités sur des plateformes mobiles, comme pour la sécurité. On a de cette façon-là, je m'excuse, c'est saccadé. La capacité, je vais aller directement à l'endroit où je vais aller. On va arrêter l'image.
on est en mesure, avec un robot qui a les mêmes capacités de navigation que la plateforme de téléprésence, générer des patrouilles. Donc, un robot peut recevoir les commandes pour aller d'un endroit, faire un certain parcours, puis prendre des images sur ce qui se passe, enregistrer, par exemple, s'il y a des intrusions, il y a des gens qui apparaissent dans des endroits qui ne seraient pas supposés apparaître. Aussi, être capable de voir, parler et interagir avec des personnes à distance à travers la plateforme. Fait que des robots comme ça, des robots de sécurité, ben, quand on monte ça à des résidences pour personnes âgées, ça devient des solutions intéressantes parce que ils sont en mesure, ils pourraient servir pour mesurer ou monitorer des corridors pour éviter l'errance nocturne, par exemple. Donc, c'est les mêmes fonctionnalités que je parlais sur une autre plateforme, sur la plateforme qu'on a vue tantôt, Sam, mais appliquées à une application légèrement différente, puis nécessairement, il faut qu'il y ait la capacité de se recharger aussi. Donc, si je change de diapo, si je suis en mesure de changer de diapo, je vais peut-être essayer de le relancer, voir tout d'un coup que ça fonctionne cette fois-là. Oui. Sur la partie cartographie, quand on a montré ces capacités-là à des collègues en ergothérapie, ils ont vu la création d'une carte en 3 dimensions, puis on dit ça pourrait nous servir, nous, dans le travail qu'on fait pour l'évaluation de domicile. Quand une personne est à l'hôpital pour une opération de la hanche, genou, ou doit retourner à la maison avec marchette, fauteuil roulant ou des aménagements particuliers de technologie d'assistance, un des travaux à faire par l'ergothérapeute, c'est d'aller à domicile puis prendre des mesures des différents endroits clés dans un domicile pour pouvoir s'assurer qu'on puisse avoir les bonnes recommandations de marchette, de fauteuil, poser des gardes ou des choses comme ça. Puis ça, c'est une opération qui est fastidieuse. Ça peut prendre 1 heure, 45 minutes par pièce à prendre des mesures comme la hauteur du bain, du siège de toilette, les prises les interrupteurs, la largeur de porte, les seuils de porte. Donc, c'est un travail qu'ils font à la main avec un galon à mesurer standard. Et puis quand même, quand ils retournent en clinique, doivent se servir de ces données-là pour pouvoir informer d'autres corps de métier, professionnels de la santé, qui vont faire des recommandations à partir de ça. C'est donc peu visuel. Si la requête, c'était d'être capable de transporter ça, de porter notre cartographie que le robot est capable de faire sur un dispositif mobile. Présentement, il y a des téléphones et des tablettes comme le iPad Pro, l'iPhone Pro 13 et 12, qui sont munis de caméras de profondeur, puis on peut juste peinturer numériquement, on pourrait dire, la pièce, et pour obtenir un modèle 3D qui peut ensuite servir pour générer des mesures automatiquement ou justement en cliquant ou en pointant à l'intérieur de ce modèle 3D-là, avec, en plus des mesures, pouvoir avoir un visuel de qu'est-ce qui se retrouve dans une pièce typique dans l'environnement de la personne. Donc, c'est très pratique, ça évite de retourner au besoin, puis ça donne plus d'informations que si on avait à prendre les mesures manuellement. Fait que ça, c'est un exemple de mesure générée automatiquement. La précision est à environ de 1,5 cm, dépendamment du type de surface. Puis on est en mesure, comme je disais, de prendre les mesures qu'on veut par la suite. Le même type d'application peut servir pour cartographier un domicile complet, toujours en balayant avec un dispositif portatif. L'idée, ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça peut être un résident qui fait ce travail-là. Donc, le professionnel de santé n'a plus nécessairement besoin de se déplacer ou pourrait se déplacer après pour avoir des choses plus spécifiques, mais au moins, il y aurait déjà un visuel ou un repérage qui est fait d'avance. Ça s'archive bien aussi. Puis, il y a d'autres applications qui peuvent servir en particulier pour les personnes qui veulent aménager, les personnes qui ont besoin d'environnements particuliers, qui veulent déménager. On pourrait avoir des banques
d'informations de ce type-là sur les logements qui sont accessibles pour, dépendamment des gens qui ont des fauteuils roulants ou des marchettes ou des choses comme ça. Puis les gens pourraient utiliser ces modèles 3D-là pour avoir des mesures plus précises sur comment ils vont pouvoir fonctionner dans ces environnements-là. Je rappelle que ça, en soi, ça n'a pas été développé pour cette application-là. Ça a été développé pour donner une intelligence au robot qui soit capable de naviguer de façon autonome. Mais il y a un transfert évident qui s'est fait justement en connaissant des applications, des gens en ergothérapie qui avaient ce besoin-là. Autre élément intéressant, c'est que pour pouvoir faire ça, des robots de téléprésence, ça nous prend un environnement de visioconférence. Ça serait le fun de pouvoir travailler avec des plateformes commerciales qui transmettent l'audio et la vidéo, mais c'est pas suffisant. Il faut être capable aussi de transférer des données, transférer des commandes vers le robot, puis de recevoir les informations des capteurs du robot. Fait qu'on a développé OpenTerra, qui est une plateforme libre de droit, donc qui permet d'installer des serveurs dans des endroits sécurisés, des hôpitaux, par exemple, ou même dans les domiciles des personnes. Donc, on n'a pas besoin de transmettre les données là, présentement là, sur Teams, Zoom, vers des serveurs à l'extérieur du pays. Et permettre à un clinicien, à des participants comme des aidants naturels ou des patients, d'avoir une plateforme de visioconférence dédiée à des applications de télésanté. Ici, on donne un exemple avec différents opérateurs. Le clinicien d'un côté qui a une interface particulière pour pouvoir gérer ses séances et peut aussi prendre, par exemple, ici, le clinicien est appelé à prendre une photo puis mesurer un angle avec un outil qui a été développé spécifiquement pour une application donnée en lien avec des besoins cliniques. Pour faire des exercices, par exemple, c'est très pratique de partir un chronomètre commun. Donc, ça aussi, c'est un des petits gadgets qu'on a installés à l'intérieur d'OpenTerra. Bref, on contrôle à travers cette plateforme-là l'ensemble de la chaîne de visioconférence. On a, par exemple, toujours en lien avec des besoins cliniques, c'est des cliniciens qui nous amènent ces projets-là. Ils voulaient avoir capable de faire le suivi d'un bureau actif connecté pour les gens qui ont des recommandations pour pouvoir travailler pendant un certain temps, puis se lever pendant d'autres intervalles de temps, puis faire ce suivi-là. On a interfacé, par exemple, des montres Apple Watch qui prennent des données sur les activités des gens et on est en mesure, avec la plateforme OpenTerra, de recueillir ces données-là de façon asynchrone, faire le suivi en conséquence. Bon, c'est sûr qu'on prend ça aussi pour nos robots que vous avez vus tantôt, mais on a une interface justement qui permet la navigation, comme on a vu dans l'autre plateforme, mais dédiée à travers OpenTerra. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est qu'on contrôle l'ensemble de la chaîne. C'est libre de droit. Et si vous avez des besoins à ce niveau-là, on est intéressé à en entendre plus parler puis travailler avec vous. La dernière petite vidéo, c'est qu'on travaille aussi à faire des robots compagnons, des robots qui vont pouvoir interagir par la parole, par l'image, aussi par le mouvement. Fait qu'ici, c'est notre robot qui s'appelle T-Top pour Tabletop. C'est l'équivalent d'un écran tactile avec caméra, avec microphone sur une base rotative et avec une capacité de bouger l'écran tactile pour faire des signes de tête. On a intégré l'ensemble des fonctionnalités qu'il y avait sur les robots que je vous ai présentés tantôt. Donc, ce robot-là, avec son mouvement de tête, est capable de numériser son environnement puis s'y retrouver, puis savoir où il se trouve dans le domicile, par exemple. Il est aussi en mesure de reconnaître des objets, des personnes, des visages, la voix, la parole. On va vous montrer d'autres exemples, d'autres petits clips pour ça. Mais l'idée, c'est qu'avec un robot comme ça, on est en mesure d'observer puis de caractériser la scène du point de vue du robot d'une façon plus riche que ce qu'on pourrait faire, par exemple, avec un haut-parleur intelligent qui fait juste reconnaître la parole puis la direction de la parole. Là, on est capable de reconnaître les individus, d'y associer des activités, reconnaître des choses que les personnes font, interagir par la parole, justement, générer de la voix. Un des projets présentement qui va démarrer grâce à Ivado, justement, puis la Fondation Sony, c'est de faire un robot qui va être capable de converser avec des personnes en CHSLD pour contrer l'isolement social.
On est capable de faire n'importe quoi, d'une certaine façon, avec ce robot-là, puis on vise à rendre des interactions naturelles et intéressantes. Puis pour ça, ça va nous demander de développer l'intelligence de la machine pour que les interactions soient riches, significatives. On voit ici qu'on est capable de mettre une interface comme un avatar. Ça pourrait être d'autres choses, là. Ça pourrait être des images prises dans l'album photo d'une personne qui, par exemple, qui souffre d'Alzheimer pour lui rappeler des endroits ou des événements passés. On va être capable justement de détecter des, euh, des patterns justement dans les interactions puis réagir par rapport à ça. Donc, tout ça, euh, c'est des développements qui sont orientés vers rendre les robots intelligents. Euh, mais en même temps, rendre un robot intelligent, c'est comme s'attaquer à un cas ultime de réadaptation, dans le sens que une machine, ben, un robot, on doit lui montrer comment voir, comment entendre, comment parler, comment bouger, puis comment faire du sens de ses interactions avec son environnement. Fait que, en faisant ça, ben, on peut aussi transférer des technologies qu'on fait vers des applications pour des personnes, dans le fond, qui ont des mêmes déficits, puis qui pourraient se servir de la technologie. Donc, ça mettrait fin à ma présentation. J'espère que vous avez pu saisir le lien qu'on a entre la robotique et la santé numérique à travers la présentation. Merci. Merci vraiment beaucoup pour cette belle présentation qui était vraiment intéressante, Monsieur Michaud. Donc, nous avons maintenant quelques minutes pour prendre des questions du public. Encore une fois, je vous invite à écrire dans la boîte de dialogue sous l'onglet Questions, vos questions, et il me fera plaisir de les relayer à notre conférencier. Donc, c'est très intéressant, en fait, de connaître les dernières avancées en robotique, puis les applications concrètes pour aider différents secteurs de la société. Moi, je trouvais que ça donnait des aspirations un peu de robots compagnons, comme dans les films de science-fiction. Donc, c'est vraiment, vraiment motivant de voir ça. Donc, je commencerai avec une première question qui est peut-être plus générale. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'approche multidisciplinaire à un problème? Les avantages, c'est que moi, en tant que roboticien, je peux seulement qu'imaginer des besoins du côté, si on prend du côté de la santé ou les soins d'assistance. C'est la même chose dans d'autres disciplines. Tu sais, on développe au niveau de la science en robotique, on pousse les limites de ce que les robots sont capables de faire. Mm. Puis on se dit, ben, ça pourrait servir à telle chose, puis on se met à travailler sur l'application en question qui a peut-être même pas de besoin réel, donc confirmé avec la clientèle. Avec l'approche multidisciplinaire, bon, en soi, faire un robot, c'est multidisciplinaire, là, ça implique du génie électrique, génie mécanique, génie informatique, l'intégration de tout ça. Mais son application est aussi un domaine d'expertise. Donc, dans le domaine de la santé, on a développé des robots pour les enfants autistes, on a développé des robots justement dans toutes les applications, les soins à domicile, les soins aux personnes âgées, aide cognitive. On, En tant que roboticien, j'ai pas cette expertise-là, puis j'ai pas non Mm. plus l'expertise pour pouvoir valider si c'est approprié ou non avec ces clientèles-là. Donc, les équipes multidisciplinaires dans lesquelles on se retrouve sont très complémentaires. Puis chacun, c'est du vrai travail d'équipe, on pourrait dire, parce que je peux pas me substituer au clinicien, puis le clinicien peut pas se substituer à moi. Là, il veut pas faire des robots. Mais par contre, si cette machine-là peut l'aider à traiter ses patients, il va être très heureux. Donc, ça, c'est la force de l'approche multidisciplinaire. Les défis, c'est le langage et puis la confiance. Dans le sens que ce qu'on ne connaît pas, on suppose que ça se fait rapidement. Euh, donc, du côté des utilisateurs, ben, c'est comme, ben oui, mais ton robot, tu devrais être capable de faire ça, reconnaître la parole, ça semble simple, c'est des choses qu'on fait naturellement entre nous. C'est plus difficile qu'on le pense. On avance beaucoup. On est très proche de ce qu'on peut voir de la science-fiction, on va dire. C'est la même chose au niveau des tests cliniques. On se dit, ça nous a pris 3 ans, par exemple, de développer le robot. 2 ans, 3 ans. Ben là, les tests cliniques, ça devrait prendre 2, 3 mois. Puis non, non, ça prend plus de temps que ça. Mm. Puis il y a d'autres défis à ce niveau-là. Fait que comprendre la réalité de chacun, se faire confiance que ça va fonctionner, puis qu'on va pouvoir y arriver, se donner le temps de le faire. Puis le langage aussi commun, là, pour qu'on puisse se comprendre. C'est des enjeux qui sont tout à fait surmontables.
Il faut accepter de vivre avec un certain niveau de risque en tant que chercheur. On est habitué de contrôler notre territoire beaucoup, notre domaine d'expertise. Là, il faut se laisser aller un petit peu. Mais c'est beaucoup plus gratifiant quand ça fonctionne. Donc, quand on arrive à faire des transferts, c'est vraiment autre que de faire avancer la science à travers nos articles, les conférences et tout ça. De voir que la technologie peut servir vraiment à aider les gens, c'est une très grande richesse. Là. Excellent, merci vraiment beaucoup pour votre réponse. C'est très complet, en fait, autant sur les défis que sur les avantages. Donc, on a une question du public qui vient de Adnan Ben Khalifa. Dans un contexte multidisciplinaire, peut-on parler d'un nouveau rôle d'intégrateur en IA? Ben, je pense que oui. En soi, la partie intégration, là, en robotique, c'est le défi majeur. Nos laboratoires de recherche en robotique, la plupart sont orientés sur des aspects, on va dire, spécifiques, que ce soit la perception, le raisonnement, l'action. Puis l'intégration, tu as un robot, c'est plein de morceaux qu'on doit mettre ensemble. C'est seulement qu'une fois qu'ils sont mis ensemble qu'on peut vraiment avoir les bénéfices. C'est la même chose au niveau application. Donc, du point de vue clinique, la partie intégration du dispositif technologique ou numérique avec la clientèle, traiter de l'acceptabilité, l'adoption, ben, c'est essentiel. Puis là, ben, on tombe dans les approches de user-centered design qui ne se fait pas sans avoir des gens qui s'intéressent à cette dimension-là d'intégration des usagers, des parties prenantes. Puis là, les parties prenantes, c'est pas juste les cliniciens, puis ceux qui, les aidants naturels ou les patients, c'est aussi les technologues. Donc, ça devient une spécialité en soi. Comme on a mis en place le programme de génie robotique qui vient cibler spécifiquement les aspects d'intégration, il y a des choses qui sont propres à cette dimension-là qui sont essentielles, dans le fond, pour faire fonctionner le tout. Là. Merci beaucoup pour votre présentation encore une fois. C'est déjà terminé, en fait, c'est tout le temps qu'on avait. Donc, un grand merci aussi pour les questions. Et puis, j'aimerais vous rappeler que vous recevrez un sondage de satisfaction par courriel. Donc, on vous invite à y répondre. Et si vous répondez à ce sondage, en fait, vous pourrez avoir un accès VIP pour revoir les conférences des 3 thématiques. Alors maintenant, on a droit à une courte pause jusqu'à 16h30. Je vous invite à rester des nôtres pour la conférence de clôture avec Cynthia Rudin du Duke Computer Science et lauréate du AI Squirrel Award, où Yoshua Bengio fera un mot d'introduction. Donc, bonne pause, revenez-nous en forme à 16h30 et bon événement. Merci encore. Merci beaucoup.